Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch, grosse goutte d'huile essentielle. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je suis votre Under Tonton Chris, comme l'aime à dire notre ami Raphaël. Je suis là pour vous reviewer le Raw du 13 juillet 2020 et pour m'accompagner dans cet exercice ô combien délicat ces derniers mois, je suis avec l'indestructible Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton Chris. Bah oui, ça y est, on est revenu, les deux vieux sont de retour, Oui. l'association est revenue. Oui, le Muppet Show est de retour, les vieux du Muppet Show sont de retour. Allez, on va foutre le boxon là dans la maison de retraite. Faites péter les flancs au caramel. Alors mon bon Papy, on se retrouve pour un Raw, donc un Raw toujours sous confinement, quoi, donc toujours au Performance Center. On avance puisque là on est dans le Go Home Show de Horror Show Extreme Rules. Hein. Tu es bien d'accord avec moi là sur ce coup-là? Je te confirme, c'est le dernier Raw avant Extreme Rules, The Horror Show. Voilà, et donc il nous restera un SmackDown de Go Home Show pour boucler ça. Et donc dimanche, on aura le Extreme Rules estival, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Et donc en espérant que les Horror Shows, ça ne sera pas les choses de la semaine en Go Home Show. Mais bon, T'as des souvenirs du Extreme Rules 2019, toi? Sincèrement, aucun. Pareil, Alzheimer a dû frapper, quoi. On est trop vieux pour ces conneries. Ouais, je crois, je suis d'accord. Allez, trêve de billevesée. On se lance dans le show rouge. Alors, bon, on démarre avec une nouvelle édition du VIP Lounge de MVP. Voilà, hein, qui s'est autoproclamé, si j'ai bien suivi, parce que j'ai été un peu absent ces derniers temps, mes chers peuple de catch-up, mais il s'est passé quand même pas mal de choses. Et donc, le MVP est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, hein, j'ai l'impression quand même, quoi. Et il s'est autoproclamé champion US de la nouvelle ceinture. On peut dire ça comme ça, Papy, tu adhères? Ouais, c'est à peu près ça. En fait, c'est comme il sait qu'il va la récupérer à Extreme Rules, le titre US, et ben, il a déjà fait sa nouvelle ceinture et puis il la porte tout de suite. Comme ça, il gagne du temps. D'accord, ouais, ok, oui, il s'est vraiment simplifié la vie, quoi. Et donc, il a invité nul autre que le challenger de dimanche au WWE Championship, en l'occurrence le Dauphin, le Dolph Ziggler, donc qui complimente d'ailleurs justement sur le titre US de MVP. Alors, de ce que je comprends, MVP lui dit qu'il sait que Ziggler, parce que Ziggler en fait a créé Drew McIntyre, quoi, et que l'Écossais, et le fait de le reconnaître, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Il a été sorti de l'obscurité par le Dolph Ziggler, quoi. Et donc le champion devrait le remercier pour ça. Finalement, le bel homme, le bel Écossais, le psychopathe, il débarque et il nous promet, ni plus ni moins, de torturer et blesser. Alors, moi, j'aime bien les promesses comme ça. De torturer et blesser Ziggler à Extreme Rules. Donc ça, il va faire très très mal au Dauphin, je pense, Drew McIntyre. Et la Claymore Country va parler cher, à mon avis, dimanche, quoi. Et ça se termine avec Ziggler qui fait quoi? Qui se cache derrière MVP, mais bon, ça suffira pas parce qu'il se fera attaquer quand même. Alors comment t'as trouvé cet opener là pour nous vendre le match de championnat du monde, mine de rien, de dimanche à Extreme Rules? Ouais, alors je sais pas si c'est parce qu'on n'attend pas grand-chose de ce match-là, vu que McIntyre est en train de détruire tout le monde et que Ziggler a quand même une réputation de bien jobber un peu pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce segment d'intro, il apportait pas grand-chose, hein, parce que Ziggler, depuis le début de la rivalité, il n'y a pas une seule seconde où tu as l'impression qu'il peut gagner quelque chose. Alors il va jouer sur la stipu, j'espère vraiment que ce sera une stipu intelligente et pas un truc qui a aucun rapport. Je sais pas, d'un coup il dit cher match qui sortira nulle part. J'espère que c'est un truc où vraiment on sent qu'il peut être supérieur. Moi je pense vraiment que ça sera le match à l'échelle parce que l'agilité, il a vraiment que ça de supérieur par rapport à Drew McIntyre. Mais à part ça, effectivement, en plus j'ai l'impression que ça se répète ces segments micro. C'était déjà Drew McIntyre qui était en opener la semaine d'avant, ou je sais plus la semaine d'encore avant, ou peut-être toutes les semaines d'ailleurs. Ah ouais, toutes Donc, les semaines, je pense qu'on peut dire ça. Hein. Donc il est toujours intense. Dolph Ziggler a toujours l'air de se cacher. MVP a toujours l'air de se prendre, d'avoir peur de se prendre une clé mort. Mais voilà, à ce niveau-là, ça bouge pas trop, quoi. J'attends une surprise avec la stipulation ce dimanche. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, c'est assez stagnant, mais bon, sachant que effectivement le Dolph n'est qu'un
voilà, n'est qu'un adversaire de transition pour le Drew McIntyre avant de préparer le booking de SummerSlam. Et mine de rien, le booking de SummerSlam, ils auront un mois pour nous faire un truc un peu chiadé. Et qui va se passer en mode confinement aussi de toute façon. Donc ouais, on va voir ce qui va se passer. Moi, j'attends. Ouais, franchement, je vais avoir de l'espoir. J'attends un bon match, même si on n'a pas de grand frisson sur l'issue du match en lui-même. Mais je pense qu'on aura un match pas trop mal. Il va y avoir pas mal d'interventions, je pense, dans le match. Mais bon, on verra, on avisera. Bon, derrière, allez, on continue le show. Ouais. Charlie Caruso, elle est là, elle est au boulot. Elle interviewe la faction de Zelina Vega, quoi. Et qui reproche d'attiser les tensions en fait entre Andrade et Angel Garza, parce que c'est vrai que l'équipe est un peu dysfonctionnelle. Ils essaient quand même de montrer qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'ils vont le prouver en remportant les ceintures par équipe. Alors moi, j'avais pas trop calculé la semaine dernière, mais effectivement, là, ça y est, ils ont l'air d'être officiellement dans la course au titre des Street Profits. Les Viking Raiders, ils se débarquent derrière et ils rappellent à quel point ils sont dominants, blablabla, et qu'ils vont rouler sur Andrade et Garza ce soir. Du coup, ça nous emmène dans un match. Alors, c'était bien un elimination match, hein, ouais, c'était un elimination match. Elimination match, je pense que justement, c'est ce match-là qui était terminé, qui était le challenger pour le Street Profits. Ah, c'était celui-là qui déterminait. Ah ouais, oui, non, mais je crois que t'as bien raison, ouais, c'est bien ça, ouais. Le match, il a duré moins de 5 minutes, hein, je crois, hein, ça a été assez expéditif. Même si c'était plutôt rythmé tout ça, mais c'est vrai que moi j'ai été étonné en fait du timing du match, quoi. Donc ça a été assez rapide. Et ça va être finalement les Mexicains, la team Zelina qui va battre les Viking Raiders. Avec après avoir contré quand même le Cité de Senton là, de Ivar et Eric, quoi, et enchaîné avec une powerbomb, une belle grosse powerbomb des familles comme j'aime bien. Et voilà, victoire de Andrade et Garza. Alors qu'est-ce que tu penses là de cette équipe, de tout ça, de ce qui se passe dans la Tag Team Division à Raw, le papy, vu qu'on ne s'est pas parlé depuis un moment là? Alors moi, je suis très content que la Tag Team Division, ça soit redevenu un sujet sérieux chez Raw et qu'on ait en plus 3 vraies équipes qui se battent plutôt bien. Alors les Vikings, maintenant, ils sont vraiment redevenus les mecs qui rigolent en dehors, mais qui gagnent dans le ring. Enfin, là, en l'occurrence, ils perdent dans le ring. Donc je pense que tôt ou tard, il va falloir un peu les rebooster. Mais bon, là, par rapport aux Street Profits, il fallait booster des adversaires heal et donc ça pouvait être que nos amis latinos qui, eux, ont connu un petit passage de distension qu'on voit toujours là encore. Mais depuis que tonton Randy a chopé Garza la semaine dernière, ça les a un peu remis d'équerre, là, les deux Mexicains, et ils communiquent mieux, ils gagnent des matchs. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est encore Garza qui s'impose au final, donc il enchaîne les victoires convaincantes, les finishes, c'est toujours pour sa gueule. Donc il est vraiment poussé fort, je trouve, l'ami Garza. Je trouve pas qu'il y a un petit peu d'Eddie Guerrero quand même, Angel Garza parfois, non? Peut-être à son petit côté rigolard, un peu séducteur, et puis mine de rien sérieux, et ouais, pourquoi pas. Et puis d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le segment juste avant le match, c'est Ivar qui drague Charlie, et puis c'est la première fois, je crois, qu'on a vu Garza faire la gueule, quoi, du coup. Oui, Et sinon, il est toujours avec son petit sourire narquois, et là, oulala, ça rigole pas. Mais ouais, non, moi j'aime plutôt. Enfin, franchement, c'est une des réussites de ces dernières semaines, je trouve, chez Raw, c'est d'avoir réussi à remettre la tag team sur le devant de la scène, même si on voit pas trop les Street Profits. Au moins, il y a des challengers. C'est déjà ça de prix. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a pas mal de vie. Voilà, moi, mon seul reproche en fait sur ce segment-là, tout ça, c'est que je trouve le match vraiment court. Et je trouvais que c'était un peu gâché, que ça aurait mérité un peu plus de temps, un truc un peu plus travaillé. Mais sinon, effectivement, ouais, je te rejoins. Je trouve que c'est pas mal ce qui se passe par équipe depuis quelques temps. Du coup, c'est pas anodin, on va dérouler, mais il y a quand même une petite interview de Sarah Schreiber qui est là qui essaie d'interviewer, on va dire, Ruby Riott. Il y a les Iconics qui viennent, voilà, qui viennent provoquer, qu'elle a perdu sa copine, sa seule copine. Et là, on a un premier retour dans ce Raw, puisqu'on va avoir l'arrivée de Bianca Belair, qu'on n'avait pas vu depuis un moment, qui avait un peu accompagné les Street Profits un temps, et puis qui avait un peu disparu des radars. Et puis, elle nous dit que elle va se mettre en team avec Ruby Riott et qu'elles vont affronter les Iconics, ce qui va nous entraîner vers un match. Match, encore une fois, assez court.
je crois 3 minutes 30. Non, je ne crois pas d'ailleurs, les amis. Je suis sûr. Je vous donne un chiffre officiel du timekeeper de la WWE. 3 minutes 30. Donc, vraiment, fallait pas cligner des yeux pendant ce match. Hein. Et donc, victoire de Ruby Riott et de Bianca Belair. Wow! Mon papy, j'ai envie de te dire, Ruby Riott, ça devait faire longtemps qu'elle n'avait pas gagné un match à la WWE. Ah, ça, c'est certain, hein, parce que depuis son retour, elle faisait que perdre. Parce qu'elle est perdue contre Liv Morgan, je crois. Elle arrive à une petite rivalité là, avant de se faire tabasser par les Iconics. Bah voilà, on attendait tous de voir Liv Morgan venir aider son ex-copine, et c'est finalement Bianca Belair qui sort un peu nulle part pour venir sauver un peu les meubles. Alors Bianca Belair, toi, je sais que tu l'aimes bien, Bianca Belair. Moi, je suis pas encore convaincu à 100%, mais n'empêche que là, parce qu'on est dans la low card féminine, là, clairement, on sent quand même qu'elle a quelque chose par rapport aux autres. Hein. Elle est quand même supérieure. Et donc c'est intéressant. C'est bien qu'elle. Enfin, moi, je suis content de l'avoir démarré à ce niveau-là plutôt qu'on la mette trop vite et qu'après elle soit cramée. Là, au moins, elle va pouvoir dérouler tranquillou, puis bah, petit à petit s'imposer. Enfin, en tout cas, je l'espère, je le vois comme ça. Par contre, dans l'autre sens, alors je vais peut-être faire une fixette là-dessus, mais la Billie Kay, moi, j'en peux plus, quoi. Je trouve vraiment qu'elle est faiblarde par rapport à tout le reste du roster féminin. Là, je pense que c'est vraiment tout en bas du niveau des filles, quoi. Je pense qu'il doit y avoir Mandy Rose et Billie Kay au même niveau, quoi. Son finish, enfin, le finish de Bianca Belair, elle le prend en atterrissant sur les genoux. J'ai l'impression qu'elle fait tout le temps ça. Son propre finish, elle le porte toujours de manière très brouillonne. Je sais pas, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'elle fait pas grand-chose, cette fille-là. Je sais pas si peut-être juste pas le talent qu'il faut, mais c'est bizarre parce qu'elle a quand même un physique assez imposant. Elle est assez grande, je trouve, comme fille, mais elle fait ouais, pas de progrès, ça stagne dans la médiocrité. Voilà, c'est cadeau pour notre ami Billy Kay. Papy a parlé. Ah bah moi, je te dirais que oui, de toute façon, les Iconics ne m'ont jamais fortement passionné. En fait, je reviendrai surtout sur Belair pour dire que, bah, tu vois, sur le plateau des 4 catcheuses qui nous est donné sur ce combat-là, bah, clairement, c'est elle qui respire, tu vois, le star power par rapport aux 3 autres, quoi. On sent bien qu'elle est quand même un cran au-dessus, quoi. Alors, je dis pas que c'est une superstar aguerrie et tout ça, c'est pas ça, mais c'est juste qu'en termes d'aura, tu sens bien que celle qui a la manœuvre, c'est elle, quoi. D'ailleurs, c'est avec elle que ça finit, hein, puisqu'elle place son Kiss of Death sur Billie Kay. Ça a dû te faire plaisir, quand même, ça. Parce que le Kiss of Death, c'est pas un finisher de rien du tout, quand même. Bah ouais, mais sauf que Billie Kay, elle le vend comme de la dope, quoi. Elle atterrit à genoux, enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est dommage, hein, parce qu'effectivement, Bianca Belair, ses moves étaient plutôt propres et impactants. Et puis, bah, même, tu vois, j'aime pas trop Ruby Riott non plus. Enfin, bon, c'est pas de bol, il y a plein de gens que j'aime pas dans ce match-là, mais tu vois, elle fait je crois que ça, elle met un coup de pied ou un coup de genou juste avant à Peyton Rose, qui pour le coup est plutôt réussi et bien vendu. Mais dans la foulée, tu as effectivement le Kiss of Death derrière, et bah, il est mal vendu, quoi, par Billie Kay qui salope un peu le travail de sa copine. C'est pas sympa. C'est pas cool. Allez, on retourne backstage après les filles et on tombe sur R-Truth qui est avec Ricochet et Cedric Alexander. Alors Truth, il est un peu aux fraises, hein, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée. Il pense qu'il va affronter Ric Flair et Randy Orton ce soir. Nos amis Al Flyer, ils essayent de le remettre un peu dans le sens de la marche. Truth derrière, il va croiser Akira Tozawa et il va lui demander comment être. Il va lui demander comment de lui enseigner comment être ceinture noire en 10 minutes. Voilà, R-Truth, il a quand même il y a de la réflexion, hein, chez cet homme. C'est quelque chose. Il y a de l'espoir aussi. Ouais. Non, évidemment, Tozawa, il n'est pas d'accord. Truth, il tente quand même de faire un petit tombé sur le japonais. Ça marche pas. Et il challenge finalement Tozawa à un match de championnat pour le 24-7, 48-7 European Internet Championship, Roll-Up Championship. Alors derrière, on a Akira Tozawa et R-Truth, on les retrouve sur le ring pour le match 24-7, mais celui-là, il va même pas avoir le temps de commencer pour avoir un deuxième retour, mon beau papy. Et oui, On va avoir le deuxième retour de la soirée, et un retour à nouveau féminin, puisque c'est Shayna Baszler qui débarque et qui vient casser la gueule aux ninjas les uns après les autres. Alors c'est con, il n'y en a pas un seul qui a une étoile de ninja sur lui, parce que ça leur été bien pratique là. Shuriken. Et voilà, les shurikens, ouais. Et évidemment, à la fin, bah, il n'en reste que 2. Il ne reste que Tozawa et Truth. Et Baszler, va prendre le micro et elle va nous dire qu'elle en a que c'est fini, les lutteuses peuvent arrêter de s'amuser dorénavant puisqu'elle est de retour dans le game avec une tête très très méchante et une voix très très méchante. Donc elle est de retour pour briser les illusions de toutes et surtout de cette Week Champion
Non, mais comment elle peut dire ça? Donc voilà, donc elle a l'air de vouloir s'attaquer directement au titre majeur féminin pour son retour. Moi, j'ai juste été étonné qu'on la fasse intervenir finalement dans un segment masculin concernant le 24/7. En plus, quoi, le Roll-Up Championship, donc c'est pas l'endroit le plus faramineux pour faire un retour à Raw. T'en as pensé quoi, papy, de ce retour de la Shayna là? Non, moi, pour le coup, j'ai trouvé l'ensemble du segment plutôt plaisant, en fait, parce que du coup, il a plutôt été assez fluide dans la construction. Il y a un petit moment sympa aussi où tu as Tozawa, après avoir tenté son roll-up sur R-Truth, qui se fait épauler par ses ninjas, et du coup, tu as Ricochet et Alexander qui viennent faire aussi un peu tu sais, le héron et des trucs un peu Ouais, ninja ouais, ouais. aussi derrière Truth. C'était amusant, tu sais. C'est le genre de truc là, qui mange pas de pain, puis ça me fait marrer. De toute façon, ça fait toujours un petit sourire comme dans un show. Et puis, Baszler qui arrive un peu pour dire, allez hop, c'est fini la blague, on remet aux choses sérieuses. Bah ouais, pourquoi pas. Moi, tu vois, ça aurait été compliqué. Enfin, on va pas dire que son retour est attendu. Donc, on s'en fout un peu parce que finalement, elle avait fait une assez mauvaise impression sur ses débuts à Raw parce que elle était pas motivée. Elle a perdu en plus de enfin, comment dire, elle a fait une super impression avec l'Elimination Chamber. Tu vois, c'est un truc qui, pour le coup, on parlait de Extreme Rules dont on se souvenait pas, mais l'Elimination Chamber de Shayna Baszler qui a dominé tout le monde, ça, je pense que c'est quelque chose qui marquera les esprits. Mais par contre, dans la foule, elle avait plus rien fait, quoi, pendant des semaines, des mois même. Et là, du coup, elle repart avec un momentum quasi à zéro. Et donc, pourquoi pas la faire intervenir comme ça à l'issue d'un segment où on était un petit peu à se dire, tiens, où ça va ces histoires de clowns. Et puis, hop, Baszler qui arrive. Alors, sa voix, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle a vraiment, enfin, elle a pas une voix très méchante finalement. On dirait un peu un bébé. Ouais, c'est un petit peu un bébé quand elle parle, notre amie Shayna Baszler. Mais bon, après, qu'elle rentre pour redevenir sérieuse. Si elle nous refait la Shayna Baszler qui fait l'Elimination Chamber, moi, ça me va très bien. Justement, on a besoin d'une Shayna Baszler qui botte des culs et pas juste qui soit présente de manière comme un zombie, quoi. Là, il faut qu'elle pète des gueules, quoi. Retour de Shayna validé par peuple de catch-up. Ok? Tout à Alors, fait. retour backstage où on va avoir vite fait, on va avoir un long récap des matchs entre Seth Rollins, Murphy et Rey Mysterio, Kevin Owens de la semaine dernière. Au cas où on ne s'en rappelait plus. En coulisses, on va avoir Murphy et Rollins. Et Murphy, c'est marrant parce qu'il ne comprend pas l'idée d'essayer de s'arracher un œil pour le match Extreme Rules, puisqu'on vous rappelle, c'est un eye for an eye, le match entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Et Rollins, il nous dit que c'est Rey Mysterio qui a demandé ça, en fait. Mais voilà, mais il a un message à délivrer, donc il va débarquer dans le ring. Il va nous parler du fameux eye for an eye. Il pensait pas que ça allait aller aussi loin avec le vétéran, qu'il essayait juste de le guider. Il nous fait une prêche, quoi. Hein. Il nous fait sa prêche du lundi, parce que c'est devenu un peu ça, finalement, avec Rollins. Voilà, donc il nous annonce que malheureusement, Extreme Rules, ça sera la fin de Rey Mysterio. Et au moment où il nous annonce ça, on a le Québécois, on a le Kevin Owens qui vient l'interrompre et qui est étonné, finalement, que le vétéran avait choisi cette stipulation-là. Et il a un cadeau pour Seth Rollins puisqu'il lui a ramené un magnifique cache-œil qui lui ira à ravir après le pay-per-view. Du coup, Murphy et Aleister Black est toujours dans l'affaire. Ils viennent semer le truc et ça démarre en bagarre générale. Voilà. Et derrière, on a un match simple puisqu'on a un Aleister Black versus Murphy. Alors, sur le coup, j'étais un peu étonné. Je me suis dit, on va avoir un tag team match, on va les voir à plusieurs, etc. Mais non, finalement, en fait, on a séparé, on nous a fait 2 single matchs. Donc, on nous a fait un Aleister Black versus Murphy qui a duré 5 minutes 30 et qui s'est terminé par DQ. Voilà, puisque c'était trop le boxif tout autour du ring, etc. Et Rey Mysterio et le fiston Dominique ont débarqué, ont fait connaître leur présence pour mettre la pression au Messi. Derrière, on a Kevin Owens, Seth Rollins qui va être beaucoup plus sérieux, quoi, puisque là, on va avoir un match de 15 minutes 45. Et là, du coup, je vais passer la parole, papy, parce que qu'est-ce que tu as pensé du coup de cet enchaînement des 2 matchs et j'ai envie de dire, de cette exposition là sur le Owens-Rollins, 15 minutes de match à Raw, quand même, entre deux multiples champions, ça le fait, quoi.
Ouais, ça le fait, ça le fait. Alors, effectivement, comme toi, j'étais surpris de l'ordre des matchs. J'ai pas, enfin, j'ai dû rater un moment dans le show à ce moment-là parce que il me semblait que Rollins parlait avec comment il s'appelle Murphy en disant n'oublie pas de préparer ton match contre Aleister Black. Ensuite, c'est Rollins qui arrive dans le ring avec Kevin Owens. Donc je dis bah attends, bah, finalement c'est pas Murphy et Aleister Black. Et puis d'un coup les deux apparaissent et là ils disent ah bah tiens on va organiser un match. Mais non mais tu l'as déjà annoncé avant ton match. Je comprends pas ce que tu racontes. Bref, bah, c'était un match sans être un match parce que de toute façon, on l'a vu 100 fois, Murphy et Aleister Black, même si c'est toujours plaisant à voir. Là, je pense qu'ils avaient vraiment rien à raconter et que c'était un petit apéro avant le vrai repas. Et le match, ouais, toujours sympa, un beau finish, en plus un beau stunner sur la fin enfin, même s'il me laisse un peu perplexe parce que là, Rollins, il est vraiment archi dominé dans cette rivalité. Ils sont à 2 contre 4. C'est pas du tout équilibré, c'est les faces en plus qui sont plus nombreux. Je me demande ce que ça cache derrière, parce que là, Où sont ça les peut hauteurs pas of continuer pain comme ça. Où sont les hauteurs of pain, nom d'un chien? Voilà, ou est-ce que, dans les 4 de l'équipe, Mysterio, est-ce qu'il y en a pas un qui voudra aller équilibrer à 3 contre 3 peut-être? Ouais, peut-être, ouais, effectivement. C'est vrai que c'est vrai que on est face à une faction heel, enfin une faction, ils sont deux, mais une équipe heel qui est en mode dominé, quoi. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout dans le Go Home Show, tu vois. T'arrives au pay-per-view et tout ça, fallait peut-être les vendre peut-être un peu plus fort que ce qu'ils ont fait lundi soir, non? Ouais, non, non, ou alors c'est vraiment pour prendre le contre-pied. Moi, je perds c'est mon obsession, c'est que de Rollins va réussir à recruter Dominic. Est-ce que du coup, il s'en servira dans le pay-per-view pour rééquilibrer les comptes et le recruter à ce moment-là, sachant qu'en plus, il a dit que ce serait la fin de Mysterio, mais que ça serait pas vraiment ça sera un nouveau commencement, je sais plus comment il l'a formulé. Bref, c'est peut-être toutes des fausses pistes, hein, parce que je pense que tout le monde se doute que si quelqu'un d'autre est, ça sera Dominique, mais ouais, je pense alors si jamais le pay-per-view se finit par un 1 contre 1 Rollins Mysterio et Mysterio qui gagne clean, alors là, j'aurais rien compris. Mais je pense et j'espère que ce sera autre chose. Ouais, bah écoute, hein, la suite pour bientôt, puisque on va avoir ce fameux Eye for an Eye. Alors, j'avais pas trop suivi là-dessus. Est-ce que tu sais, ça va être un match classique entre les corps? Ça va être un cinétique match. Bah, j'en sais trop rien en fait parce qu'ils ont beau expliquer, à chaque fois ils tentent d'expliquer le contenu, puis ça finit en disant il faudra enlever l'œil, mais bon, ça sera pas vraiment arracher l'œil. Enfin, bon, je comprends rien. Je pense que je vais me laisser porter par le match sans trop me faire Ouais, d'illusions là-dessus, quoi. ouais, ok. Bon, écoute, on retourne dans les coulisses. On a le Big Show, Eric Flair, la contemple, voilà, qui tape la discute. Le vieux Rick, il est plutôt sympa globalement avec le Big Show, parce qu'il lui dit qu'il est le meilleur big man de l'histoire de la lutte, quoi. Rien que ça. Voilà, et finalement, Ric Flair, en fait, en ce moment, c'est son job. Il remet dans la sauce tout le temps Randy Orton dès qu'il peut le placer. Et donc, il conseille au Big Show quand même de prendre sa retraite avant que Randy Orton il fasse des bricoles et le blesse très, 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 très gravement. Euh, et, euh, et du coup, Flair demande en fait si le Big Show a pas peur d'être le prochain. Donc voilà. Donc après, derrière, on nous met une vidéo de la carrière d'Orton. On nous rappelle évidemment qu'il a envoyé Edge et Christian à l'hosto, hein, voilà. Qu'il a un peu bossé avec le Big Show, mais voilà quoi. Il comprend pas pourquoi le géant lui en veut. Quoi. Mais c'est comme ça, catch les gars. Des fois, on sait pas pourquoi. Il y en a, ils en ont après nous, mais on sait pas pourquoi. Quoi. Et en fait, et puis il termine. Alors Randy Orton, il termine par R-Truth en disant puisqu'il va avoir un match face à R-Truth et en disant que voilà que ce soir voilà un chapitre de plus dans son parcours au Randy Orton. Voilà, et du coup, on va avoir un match. Alors, Randy Orton qui bat R-Truth, les amis, en 31 secondes. Voilà. Une analyse, papy, sur ce match? Ouais, alors il y a eu des gestes techniques. Non, d'accord. C'était une Ah ouais, boucherie, mais bon, c'était prévu. ouais, ça a été expédié, quoi. Parce que, en fait, c'est le bordel à la fin. Truth, il commence par. Alors, moi, j'ai eu une version, je sais pas quoi, je crois que j'ai eu des pubs, je sais pas quoi.
Mais du coup, moi, j'ai pas compris. Parce que tu vas m'expliquer le segment qui a suivi derrière parce que j'ai pas pigé. Et Artros, il se relève derrière après la défaite. Et il dit qu'il veut parler à Flair et en fait il s'attaque à Orton, c'est ça qui se passe? Non, ça, c'est avant le match, ça. Ah, ça c'est avant le match, d'accord, ok. Ok, bah excusez-moi les amis, hein, j'ai eu pendant ce segment-là, j'ai eu un peu de problème de connexion et je sais Non, non, pas alors, de quel sens j'ai fait. en fait, pour résumer vite fait, avant le match, effectivement, R-Truth essaie de dire non, non, attends, je vais pas, attends, Randy m'attaque pas tout de suite, je dois leur parler à un truc, je sais pas quoi, Ric Flair. Puis en fait, il attaque Randy Orton dans le dos, mais il se fait prendre rapidement. Puis du coup, RKO terminé, quoi. Et Ah, ensuite, merci après le papy, match, ouais, t'es perdu. t'as Orton qui se prépare à faire un punt kick, en fait. Alors que t'as Flair D'accord. qui est auprès de l'Artrousse et du coup, on se dit, bah merde, il avait dit qu'il lui ferait pas de mal et qu'il lui ferait juste un RKO. Et puis là, en fait, il va vraiment lui faire un punt kick. Et c'est là où le Big Show débarque. Je te laisse reprendre. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, le Big Show débarque pour le sauvetage. Et voilà, et puis bah, le petit Randy Orton, il s'est créé une liste aussi, lui, puisqu'il a indiqué au Big Show qu'il l'avait mis sur sa pot list. Et il le challenge pour le Raw de la semaine prochaine, pour un non-section match. Évidemment, le Big Show, il accepte le challenge, hein, voilà, tout en chassant le Randy Orton. Donc voilà, donc on a un match annoncé pour la semaine prochaine, Randy Orton versus Big Show, un section match, ça te chauffe mon Pour un papy, ça? pay-per-view. Je comprends pas, là, on est dans un Gom Show et on nous refait le même coup que le pay-per-view d'avant, c'est-à-dire qu'on boucle le Raw d'après pay-per-view. Alors que putain, on a Orton et Big Show. Alors, je dis pas, on sait très bien que Big Show, ça va pas faire 40 minutes de match classique, etc. Triple salto arrière et tutti quanti. Mais ça peut quand même faire un petit match de 15 minutes sympathique, surtout si on enlève, s'il y a une section et qu'on enlève certaines règles, on peut très bien faire un truc propre, quoi. Et vu comme la rivalité durait depuis des semaines, j'étais vraiment persuadé que ça allait être au pay-per-view, ce match-là. Bon, bah, c'est Euro. Moi, sur le coup, je suis un peu déçu parce que je trouvais que Corton avait vraiment une bonne série de victoires en pay-per-view et que ça aurait été bien de la poursuivre pour vraiment parce que bon, on en parlait tout à l'heure pour Drew McIntyre qui allait devoir se trouver un adversaire pour SummerSlam. Pour moi, c'est Orton 1000 fois, quoi, parce que on a là le méga gentil qui gagne tout et face à lui, le méga méchant qui gagne tout, quoi. Donc je pensais vraiment que ça serait Orton et du coup, bah, je m'attendais vraiment à ce qu'il gagne une nouvelle fois en pay-per-view de manière convaincante en éliminant une nouvelle fois une grande légende du catch. Et non, ça sera Raw, voilà, le Raw du lendemain. C'est l'obsession des Go-Home Show de 2020, c'est de booker des Raw du lendemain. Ouais, c'est vrai que il y a un peu de ça derrière tout ça, mais c'est lié aux audiences, mais ça je reviendrai à la fin là-dessus quoi. Du coup, voilà, bah écoute, voilà, ça se termine là-dessus. On retourne en coulisses, on va avoir un petit segment avec MVP Lashley en prévision du match qu'il va y avoir entre Lashley et Ricochet. Voilà, où ça se chambre par rapport au titre US et voilà, et que MVP va devenir l'US champion à Extreme Rules. Nous verrons ça, nous verrons ça. Où est Apollo, je ne sais pas. Sarah Schreiber, elle est là, elle continue à bosser, elle est un peu relever Charlie Caruso et elle est avec Drew McIntyre, qui nous dit qu'il est un bon gars parce qu'il a laissé Dave Ziggler choisir la stipulation pour leur match, parce qu'il est un gars sympa, il est comme ça, le bel homme. Mais bon, apparemment, il a beau être sympa, ça n'empêche pas notre challenger Ziggler de venir à l'attaque sur le Drew McIntyre et c'est la sécurité qui doit venir les séparer. Voilà, derrière, on enchaîne avec le match Lashley versus Ricochet. Chacun accompagné avec MVP et Cedric Alexander. Ça va être un match lui aussi très rapide, quoi. Parce qu'on a 3 minutes 45. Donc là, c'est clair que ça a été aussi assez expédié. Alors qu'il là, il y a du moyen, là, quand même, là, avec Lashley, Ricochet, Alexander, tout ça, il y a moyen d'avoir quelques trucs quand même assez sympas, quoi. En plus, il y a une grosse opposition de style entre un Lashley et un Ricochet, donc je pense qu'encore une fois, un match qui pouvait peut-être nous apporter un peu plus de trucs, quoi. Mais bon, Bobby Lashley va gagner le match en battant Ricochet et derrière, il va aussi détruire au passage Alexander. Double or nothing, voilà, et c'est parti. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, papy? Bah, je suis d'accord avec toi, effectivement, le Lashley face à les petits gabarits, c'est un peu comme Lesnar finalement, c'est un truc qui fonctionne bien.
Et j'ai aussi, tu vois, pourtant, tu connais mon amour de Ricochet, mais j'étais aussi un petit peu déçu de ne pas voir sa souffrance se prolonger un peu plus longtemps, à notre ami Ricky. Parce que je trouve que finalement, en mode face, tu penses qu'il va gagner, mais qui gagnera pas au final, il le fait plutôt bien en fait. Et ouais, donc c'est un petit peu décevant parce que effectivement, Alexander et Ricochet, là, depuis quelques semaines, ils reviennent un peu sur le devant de la scène plutôt, je vais y arriver, Smell. ouais, de la semelle, j'allais dire. Mais en redémarrant tout en bas, et puis finalement, ils font bien le job parce que Lashley, il m'a l'air vraiment indestructible. Là, il a bien sa place, au point de pas s'intéresser au titre US, pourquoi pas. Mais ouais, non, ouais, ça mange pas trop de pain, c'est de la low mid-card, mais ça me satisfait ce genre ce type de segment est Alors, parfaitement à sa place. moi, j'ai une question pour toi. Je vous avais laissé un commentaire sur un des Raw, je crois que c'était un Raw sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube, les amis, et où je vous disais, moi, ce que je comprends pas en fait dans tout ça là, c'est que c'est MVP qui est le challenger à Apollo Crews à Extreme Rules, quoi. MVP, c'est un manager, tu vois, et c'est lui qui catch quoi pour la ceinture. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec ça. Quand tu as un poulain comme Bobby Lashley, euh, moi, j'ai du mal avec ça, quoi. J'ai du mal avec le fait que ça soit MVP qui catch. Ouais, on en avait parlé, je pense que c'est avec Raphaël, alors c'est peut-être justement après l'épisode que tu avais fait. Mais moi, en fait, moi, au contraire, je trouve ça limite logique parce que, en fait, dès le début, je me suis dit que ça serait MVP qui allait la chercher cette ceinture. Pourquoi? Parce que d'une part, le titre US, c'est MVP qui est emblématique de ce titre-là. Et aussi parce que finalement, MVP, il est arrivé avec l'ami Lashley en disant je vais te mettre au main event, tu vois. Et la ceinture US, c'est finalement une broutille pour un mec comme Lashley. Et donc, du coup, je me suis dit, dans ma façon de voir les choses, ça serait que Lashley finalement rembourse MVP, le remercie de son aide pour avoir eu sa chance au titre de McIntyre en l'aidant à avoir le titre US. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Et s'il y arrive, du coup, ça lui fera un super garde du corps. Et s'il y arrive pas, je me dis, justement, peut-être qu'il va reprendre le flambeau là où MVP va le laisser tomber et dire, attends, si toi, tu es pas arrivé, moi, je vais peut-être y arriver là où tu as échoué. Bref, le fait que ce soit MVP qui commence, qui soit le premier challenger à Apollo, pour le coup, ça me semble limite logique. Par contre, in-ring, ça me fait j'ai déjà mon petit cœur qui saigne. Et comme on disait avec Raphaël, on espère vraiment que ce match-là sera en très chaud. C'est pas mal. Effectivement, ça pourrait augurer d'une feud avec Lashley et McIntyre, avec effectivement un MVP qui dit bon, voilà, je suis champion US. Maintenant, c'est à mon tour de te pousser au cul. Donc là, je vais t'emmener vers le main event. Et là, pour le coup, là, je le trouverais bien dans son rôle de manager et tout ça. C'est juste que ça me fait un drôle d'effet de le voir. Enfin, il l'est pas. Pour l'instant, c'est Apollo Crews le champion. Mais ça me ferait quand même un drôle d'effet. Alors après, il est où, Apollo? Mais t'es où, Apollo? Est-ce qu'il est-ce qu'il serait pas en train de tout sauter, le pauvre? Oh Parce là, que oh bah non, sinon ils auraient été annoncés pour le match dimanche. Ils auraient déjà fait autre chose. Je suis pas sûr. Il y a comme, ou alors c'est lui qui veut pas venir, mais t'as comme là que tu vois le côté bleu, ça c'est encore plus parlant avec tous les mecs qui sont soit via vidéo, soit qui sont pas là. T'as quand même pas mal de mecs qui sont prévus au pay-per-view qu'on voit quasiment pas ces dernières semaines, quoi. Donc bon, Ouais, j'espère que c'est pour rien, que c'est peut-être lui qui se protège ou quoi que ce soit. Mais bon, après, faut pas oublier non plus que à la veille de WrestleMania, Roman Reigns, il est encore là, hein, il est encore à l'affiche. oui, oui. Non, mais de toute façon, Donc, si c'est pour des mesures sanitaires, c'est totalement compréhensible. Ils n'ont pas forcément besoin, de toute façon, dans les rivalités, depuis le début du confinement, des shows sans public. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir les deux catcheurs en même temps. Voilà, quoi. Donc, de toute façon. Et c'est vrai que Apollo, moi, il est, je trouve qu'on le voit pas beaucoup apparaître finalement depuis qu'il est champion. non, en fait, il était bien présent pendant plusieurs semaines. Et depuis peut-être 3 semaines, il a totalement disparu. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas lié à la situation qui s'aggrave quand même, hein, chez nos amis américains. Ouais, ouais, oui, oui, de toute façon, toutes les infos ont l'air de le confirmer de toute manière, quoi. Et puis ils sont en Floride, qui a été bien impacté, donc oui, donc de toute façon ça va continuer encore un long moment aux États-Unis, et donc c'est pour ça qu'il va falloir se préparer à un SummerSlam aussi, un premier SummerSlam historique à ce niveau-là, puisque un SummerSlam sans public, ça sera quand même, ouais, là aussi cette année une nouveauté.
Voilà, écoute, on arrive sur la fin. On aura juste le Big Show qui, au passage, va nous confirmer qu'il accepte le challenge de Randy Orton pour le prochain Raw, quoi. Donc, il faut teaser absolument le prochain Raw parce qu'il faut faire remonter les audiences. Alors, est-ce que ça sera le main event de Raw? On verra ça. Ça sera la surprise. Ça. Est-ce que ça sera le Big Show Randy Orton? Ça mériterait. Et espérons que ça soit un match qui tienne la route. Et puis, notre main event, ça va être quand même un match pour des ceintures puisque ça va être le WWE Women's Tag Team Championship détenu par Bayley et Sasha, qui vont affronter les Kabuki Warriors et avec Kairi Sane qui est de retour sur le ring depuis une semaine ou deux, là, je crois, quelque chose comme ça. Et moi, ça me fait bien plaisir de revoir les deux japonaises ensemble, quoi. De toute façon, Asuka, s'il y en a eu une qui a bien un momentum énorme depuis le début de l'année 2020 et avec le lockdown et tout ça, c'est bien Asuka, quoi, qui fait pour moi, qui est extraordinaire chaque semaine et à chaque pay-per-view. Enfin, moi, j'avoue d'entrée, avant même de commenter, de vous faire le play-by-play de ce main event, moi, Asuka, je suis ébahi par ce qu'elle fait depuis toutes ces années. Et vraiment, voilà. Donc, on a eu un match. Alors là, on a eu un match. Voilà. Et un match de catch, puisqu'on a eu un match de 18 minutes 20. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, je crois que alors si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième fois de suite qu'on a un main event féminin. Alors, c'était il y a 2 semaines. Enfin bref, en tout cas, en peu de temps, c'est la deuxième fois qu'on a un main event féminin à Raw. Et en plus, c'est la deuxième fois qu'il est très long parce que je crois que la fois dernière, il devait faire quasiment 25 minutes. Enfin, un truc énorme, quoi. Donc je suis plutôt satisfait parce que, comme tu le dis, moi, je trouve qu'effectivement, Asuka, elle a énormément tiré sa épingle du jeu, même avant le confinement, parce que, comme tu le disais, depuis le début de l'année 2020, elle était vraiment en train de remonter la pente. Et là, pendant le confinement, elle a fait vraiment le taf, quoi. Elle est très bonne dans le ring. Elle est drôle aussi. Ils l'ont pas mal utilisé pour des segments backstage ou au micro pour détendre un peu le truc, finalement compenser le manque d'ambiance qui se fait cruellement sentir par moment. Et puis, dans le ring, tu as aussi notre ami Kairi Sane, donc qui est revenu la semaine dernière, maintenant, je m'en souviens, et c'était une belle surprise de le voir revenir, et qui, pour le coup, assure plutôt. Moi, enfin, son coup de coude est vraiment super. Et Bayley et Sacha, qui, même si elles sont pas mal décriées, mine de rien, elles sont quand même, heureusement qu'elles sont là pour maintenir un peu le niveau féminin à flot, surtout côté bleu, où c'est une catastrophe complète. Je vous renvoie à l'analyse de Raphaël de vendredi dernier, qui était, c'était, ouais, voilà, le show bleu en toute sa splendeur. Et donc voilà, donc et finalement, il n'y a pas beaucoup de filles sur qui ils peuvent compter. Donc il y a Asuka, il y a Bayley Sacha, il y a Charlotte quand elle est là, même si en ce moment elle est un petit peu out. Après, tu rajoutes Kairi Sane, qui semble un peu en dessous, mais qui peut être sympa. Peut-être notre amie Nikki Cross, qui pour le coup, elle aussi a bien bénéficié de la période de confinement pour finalement revenir sur le devant de la scène et puis imposer sa personnalité, notamment pareil avec des segments un petit peu drôles hors ring et aux commentaires. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, on a peu de filles de talent et je suis content qu'ils les mettent en avant et qu'on les voit se battre, qu'ils se castagnent vraiment pour des vrais bons matchs semaine après semaine. Toi qui, je sais, est grand fan des filles d'NXT, on a vu aussi certaines filles passer à NXT. Et puis moi, c'est Yoshirai contre Sasha Banks, je crois, qu'il était super aussi. Voilà, il y a quelques filles de talent. Moi, je suis content qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer en ce moment à Raw, et de SmackDown devrait vraiment s'inspirer. Ouais, et puis là, il y a un trio de japonaises en ce moment à la WWE, là, avec Sasha Banks, Kairi Sane et Yoshirai, là. Ça fait, ouais, moi, franchement, je prends un sacré plaisir, quoi. C'est vraiment. Ouais, j'adore, quoi, j'adore. Là, cette génération de japonaises, là, qui arrive à la WWE, ouais, c'est vraiment du lourd, quoi. Et moi, écoute, moi, je vais être. Ça me fait plaisir de faire des compliments à la WWE dans les, comment dire, dans les choix huis clos, parce que vraiment, j'ai vraiment tellement de mal avec ça. Mais là, j'ai trouvé que c'était un vrai bon match de catch. Bayley et Sacha, comme tu le dis, de toute façon, tu as raison, tes arguments tiennent la route. Elles sont solides, elles tiennent le titre comme il faut. C'est elles qui incarnent vraiment la division féminine. Là, quand tu y réfléchis un peu, en plus, là, il y a du lourd, hein, sur le ring. Là, il y a de la championne du monde, il y a de la ceinture. Là, il y en a une qui est en titre, quoi, qui est un current reign. Toutes les ceintures sont là, en fait, Toutes les ceintures sont là, ouais, toutes les ceintures sont là, quoi. Donc, c'est vrai que je trouve que ça avait du coup une belle gueule, ce main event, moi, de ce Raw, quoi. Et un vrai gros match de catch. Les championnes gagnent clean avec un bank statement de Sasha Banks. Voilà, et ça se termine avec les championnes qui célèbrent sur la rampe.
J'ai trouvé ça propre, tu vois, quoi. Ouais, Et voilà, segment, un rôle euh, sur une bonne note. ouais, et le back segment en plus qui est un contre en fait d'un coup de coude de Oui, Kairi Sane, qui est vraiment propre pour le coup. On a parlé du finish plus tôt dans le match et des finishes de vendredi qui étaient complètement ratés aussi. Là, pour le coup, c'est un super contre bien exécuté, nickel pro. Alors, je sais pas s'ils ont dû le refaire plusieurs fois, mais en tout cas, la prise était nickel. ouais, et puis elles font des prises. Enfin, je vois Kerisen qui passe un Alabama Slam, quoi. Enfin, chez les femmes, c'est un move qu'on voit assez rarement. Et voilà, non, mais ces filles, elles sont incroyables, quoi. Là, tu vois, sur Bailey, avec qui je suis assez critique de toute façon en général, hein, mais là, en ce moment, si tu veux, comme il y a une belle alchimie avec les japonaises, comme dans ce main event d'Euro de cette semaine, eh ben, Bailey, là, ouais, ça passe bien. De toute façon, elle est insupportable et c'est ce qu'on lui demande. Donc ça, à ce niveau-là, ça marche. Moi, ce que je regrette, c'est que Bailey, elle n'est pas, voilà, à SmackDown, comme tu le disais, voilà, la division féminine à SmackDown, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est vrai que, ouais, Bailey, quand elle est mise dans des conditions comme ce main event de cette semaine, et bah, du coup, c'est fluide. Et franchement, ça passait crème, ce main event. Ça a été l'agréable surprise de la soirée, pour moi, me concernant. Je te comprends. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce Raw du 13 juillet 2020, peuple de catch-up. Et c'est ainsi que le papy va vous donner son top, son flop et sa note. Ah, ça va être compliqué la note en tout cas. Le top et flop, j'ai une bonne idée, puis je pense qu'au moins sur le top, on devrait être pas mal raccord. Alors le flop, bah, je vais mettre le dernier clou au cercueil que j'ai préparé ce soir, alors en le mettant à Billy Kay, pour toutes les raisons que j'ai Ah évoquées. bah ouais, là je crois que là... En fait, ça me plaît pas parce que comme je disais, j'ai l'impression qu'elle progresse vraiment pas. Et je sais pas enfin, je vais être méchant, mais je sais pas si le catch est sa priorité à cette fille. Si, ou, Enfin voilà, il y a des gens qui ont disparu longtemps et qui sont revenus. Bah, on parlait de Shayna Baszler ou de Bianca Belair, et puis quand elles reviennent, elles font une différence. T'as l'impression qu'elle essaie de s'impliquer. Et elle, bah, on l'a pas revue pendant quasiment, je sais pas, 6 mois. Et puis elle revient, elle fait rien, et puis elle fait de médiocre. Voilà, c'est donc carton rouge, Madame Billie Kay. Je suis pas satisfait du tout de votre performance. Et mon Pas top, content, pas content. pas content. Et mon top, j'hésite un peu, mais pour équilibrer les filles, bah, du coup, je vais peut-être te le voler, mais je vais le donner au main event féminin qui était de très bonne facture. Et moi, je suis content quand on finit par un bon match de catch, un show. Ça permet quand même de relever un peu la tête parce que, tu l'as dit, comme on a échangé, il n'y a pas le segment qui était au mieux de fade, avec des matchs plutôt courts. Donc c'était pas tip top. Et puis bah là, moi, comme ça, j'ai fini le show avec la banane, quoi. J'aurais pu le donner encore à Akira Tozawa, enfin tout ce qui tourne autour du titre 24/7 parce que je trouve que ça permet de faire de donner un peu de goût aux transitions entre les matchs et entre les segments là. Ça permet d'habiller Randy Orton, ça permet d'habiller Shayna Baszler. Mais je vais le donner quand même au main event féminin parce que c'était du bon, comme tu as dit, c'est du bon catch, tu vois, du bon catch, une bonne durée, ça fait plaisir de finir un show comme ça. Et la note du coup, pop, 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 bah, je vais être sympa, je vais donner un 2,5 quand même, grâce au main event. Voilà, s'il n'y a pas eu le main event, je pense que ça méritait pas la moyenne parce que, encore une fois, beaucoup de segments courts et sans saveur, hormis les quelques exemples que je viens de citer. Mais le main event était vraiment bien chiadé. Puis voilà, on finit avec un peu plus la banane, ce show. Donc ça fait plaisir, surtout quand on voit les fins de show qu'on a eu sur d'autres couleurs de la WWE. Je vais pas insister là-dessus. Donc voilà, un 2,5, 2,5, mais par contre pas un 2,5 sur la durée, vraiment un 2,5 grâce à certains segments clés. Ok. Et bah écoute, me concernant, moi mon flop, je vais le donner au temps donné au match Lashley Ricochet parce que moi Ricky la belle vie je l'aime et que ça m'a fait chier de le voir dans un match face à un gros bébé, un gros molosse comme Bobby Lashley dans un match de 3 minutes. Et j'ai trouvé ça gâché. Voilà, je pense qu'il y avait du temps à partager, à dispatcher. Il y avait un peu trop de segments coulisses à mon goût, moi, dans ce show. Mais ça fait quelques euros. Il y a quand même beaucoup de segments coulisses. C'est souvent, tu vois, pour parler, pour ne rien dire, parce que finalement,
si je me réécoute en train de faire le play-by-play, tu te dis que bon, ce qui est dit, c'est pas tellement fondamental, quoi. Il pourrait faire des choses plus souvent dans le ring, à tchatcher dans le ring, avoir des interactions dans le ring, que nous imposer plein de segments backstage, quoi. Donc bon, ça, par moment, tu vois, ça me fait sortir un peu du show, moi, ça, quoi. Mais ça a été compensé par pas mal de trucs. La Tactic Division, je trouve ça assez sympa et tout ça, quoi. Donc voilà. Et bon, alors là, donc tu ne me voles rien du tout, mon papy. Hein. Je partage avec toi le top pour le main event. Voilà, du bon catch, quasiment 20 minutes pour les filles. Voilà, de la ceinture, de la bagarre. Tout ce qu'il nous faut, quoi. De l'insane elbow. Voilà. Franchement, moi, il y avait tous les ingrédients dans ce main event. Et j'ai terminé le visionnage en étant content. Et souvent, le main event est très important pour ça, pour la perception du show, quoi. Et ma note, ça fait un moment que j'étais pas venu sur les ondes de catch-up. Alors, je vais essayer d'être un peu positif. Même si je souffre toujours beaucoup de ces shows à huis clos. Je vais lui mettre un 2,75. Wow. Ouais, pour récompenser les filles. Allez, c'est mon bonus track pour les filles. Voilà, j'ai vraiment chapeau les filles pour le boulot que vous avez fait dans ce main event d'Euro. Et puis, Bravo, les pour filles. terminer juste sur une info au niveau de ce Raw 13 juillet 2020, mon bon papy sache quand même qu'il a été historique. Alors, tu me diras, voilà, historique, il l'utilise tous les soirs à la WWE. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Mais là, pour le coup, ce terme est réel puisque c'est un terme chiffrable, statistique. Puisque, tiens-toi bien, mais le show rouge du lundi 13 juillet 2020 a fait la pire audience de toute l'histoire d'Euro. Aïe, Avec aïe, aïe. une moyenne de 1 61 000 téléspectateurs, en sachant que dans la dernière heure, ce qui est là où il y avait le main event, donc là où il y avait le bon match, le truc, tu vois, on a kiffé tous les deux, quoi. Les vieux de la tactique partenaire de catch-up, dans la troisième heure, ils étaient plus qu'à 1 504 000. Ouh, ça chute. Oh ouais, les chiffres sont catastrophiques. Le précédent record, c'était 1 686 000. Donc là, tu vois, Ouais. ils sont descendus à 1 million. Mais j'ai l'impression que c'est. Et c'était du 4 mai. C'était 4 mai. Donc c'était il y a un bail. Hein. C'était il y a un bail, quoi. Du 4 mai, bah non, c'était encore cette année, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en Oui, fait, c'était encore cette année. toutes les pires audiences sont cette année, quoi. Donc on voit vraiment que ça fait du mal la période confinée. Et là, j'ai envie de dire aussi, finalement, on se l'est pas mal dit dans le descriptif, c'est que tu as pas mal de. Il n'y a plus vraiment d'histoire vivante, en fait, dans ce rôle. Il n'y a pas de vraiment suspense. Le Drew McIntyre Ziggler, bah, on attend de savoir ce qui va se passer ensuite. Pareil pour Orton, on attend ce qui va se passer ensuite. Enfin, les histoires qui sont présentes dans le show ne sont pas super vivantes et pas super emballantes en fait. On est plus à se demander qu'est-ce qui garde tout le pied pour nous emballer. Donc on se fait du fantasy limit booking pour imaginer ce qu'il pourrait avoir d'intéressant derrière. Donc voilà, je pense que ça aide pas la popularité des shows. Hein. Ouais, non, donc enfin là, j'imagine que là, ça quand même doit être un peu le branle-bas de combat à la WWE backstage parce que ça doit quand même être une sacrée mauvaise nouvelle. Hein. Voilà, je pense que là, ça doit être un. C'est dur. Hein. Je crois que là, ils étaient rarement tombés dans des abysses pareils. Bon, après, ça reste une période particulière. Hein. Ça, je pense Oui. que de toute façon, on ne pourra pas. Je pense que quand ils feront les stats des pires shows de l'histoire, bah, il y aura toujours une petite étoile en disant à cette époque-là, c'était des choses en public. Quoi. Ouais. On en reparlera à l'automne si jamais des shows en public recommencent à cette période-là. Et on verra bien la différence si ça va remonter en flèche ou pas. Enfin bon, de toute façon, c'était vu les audiences, effectivement, depuis plusieurs mois, de toute manière, à un moment ou à un autre, le crash annoncé devait arriver et il est arrivé ce lundi. Bim. Voilà. Écoute, ça m'a fait plaisir, même si c'était pas un show phénoménal, c'était quand même bien sympa de pouvoir reparler de ça ensemble. Mais oui, ça faisait longtemps en plus. On a pu recréer nos liens, reconnecter nos liens. Ouais, j'ai vu que t'avais grave bossé avec le Raphaël, là. Ah, mais le Raphaël, c'est un bourreau de travail. C'est Donc... c'est une machine de guerre, ce mec. Hein. Ah, c'est impressionnant. Il nous a fait une analyse de 30 minutes de SmackDown tout seul.
plus intéressante que SmackDown. Et alors, s'il y en a qui l'ont pas écouté parce qu'ils se disent que le show SmackDown n'était pas bon, et ben l'analyse en elle-même vaut l'écoute en fait. Elle vaut bien plus l'écoute. Ah, incroyable. Alors, je vais pas faire trop spoiler, mais il y a de l'imitation, il y a de la gauzerie-ole, il y a de l'amusement. C'est de l'analyse au top niveau. Ah, j'étais mort de rire. Pour ça, je voulais lui passer un big up, quoi, parce que j'ai donc écouté sa analyse et vraiment, j'étais mort de rire. Je me suis dit, j'ai plus qu'il fallait écouter l'analyse du Raphaël qu'à regarder le show, parce que vraiment, t'aurais mis quoi comme note, toi, au SmackDown de vendredi dernier, là? Je crois que je l'avais donné à plus à Raphaël. Je crois que je lui ai dit 1,25. Ah ouais, parce que moi, j'aurais mis 1. Donc, Ah non, mais il y a quasiment rien à sauver. Même, ils ont fait une rediffusion de match qui était en plus pas le match le plus intéressant du monde et qui datait d'il y a quelques semaines. Enfin, vraiment aucun intérêt. Ils ont tout merdé quasiment dans le show, quoi. ah, et puis le karaoké, non, le karaoké, au secours, quoi, au secours. Et puis, enfin, de toute façon, l'ensemble du show, c'était une catastrophe. Enfin, bon, bref. Donc voilà, donc bravo à Raphaël. Allez écouter l'analyse de SmackDown. Et on se retrouvera pour l'analyse de SmackDown, de toute façon, pour le Go Home Show avant Extreme Rules. Voilà, mon papy, on arrive dans la promotion, la réclame, quand on disait, quand on était jeune et vigoureux. Voilà, on voit de la pub. Voilà, sur Antenne 2, non, sur Antenne Catch-Up. Voilà. Alors, la pub, les amis, la pub. Donc, vous pouvez retrouver toute l'équipe de Catch-Up toutes les semaines pour vous commenter tous les shows de la WWE, les weekly, les pay-per-view et autres. On est présent sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Le site de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. On est sur YouTube, bien évidemment. Ring the bell. Et venez nous mettre des commentaires, nous mettre vos tops, vos flops, vos notes. Après, on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà. Je crois que j'ai fait tout le tour. Mon bon papy, c'était un plaisir d'être avec toi. Mais moi, c'était partagé comme à chaque fois. Mon bon tonton, c'est toujours des grands moments que nous passons ensemble. Ah, vous voyez, elle est pas on est comme ça, nous. Hein. Ouais, voilà, écoutez, peuple de catch-up, on vous souhaite une belle semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut, papy. Salut tonton, salut à tous. Salut, peuple de catch-up. La vieille garde meurt, mais ne se rend pas. Jamais on se rendra, même quand il n'y aura plus que 100 000 spectateurs, on sera là. Jamais. Vous nous entendez? Jamais.